C'est une chose ardue qu'on s'apprête à faire ici. C'est difficile, c'est novateur, et j'espère que vous allez nous encourager. 3, 2, 1, and lift-off. C'est une étape importante pour l'avenir des vols spatiaux, un pas de plus vers les étoiles. Elon Musk n'est pas un milliardaire de la technologie comme les autres. C'est l'un des entrepreneurs les plus fascinants au monde. L'homme derrière PayPal s'attaque aux géants de l'aérospatial et de l'industrie automobile, ainsi qu'aux sociétés pétrolières et aux services publics d'énergie. Et c'est lui qui gagne. Elon Musk est un visionnaire, le genre de personne qu'on voit peut-être une fois par siècle et qui vient changer notre façon de fonctionner et notre façon de voir le monde. Les gens avaient encore peur d'acheter des livres en ligne à l'époque. Offrir des services financiers sur Internet, c'était donc une idée assez révolutionnaire. Ça a donné PayPal, le service de paiement en ligne. C'est une chose de diriger une entreprise d'1 milliard de dollars. Elon Musk, lui, en a 4. Mon idéologie personnelle est partagée. J'essaie de faire progresser les questions liées à la planète, comme l'énergie durable, mais aussi la technologie spatiale afin d'établir une ville autosuffisante sur Mars. De l'intelligence artificielle à l'industrie automobile, sans oublier SolarCity, combien d'autres peuvent dire « j'ai ma propre compagnie de fusées » ? Pas beaucoup. Elon a complètement changé notre façon de penser aux voyages spatiaux. Voyez ce que SpaceX a accompli avec ses fusées réutilisables. La science-fiction des années 1950 devient réalité. Les fusées atterrissent comme elles ont toujours été censées le faire. C'est comme atterrir sur un timbre. C'est incroyablement difficile. Mars l'appelle maintenant. Je suis convaincue que ça va se produire avant ma mort. À elle seule, Tesla a changé à jamais l'automobile. Il a réussi à abattre un mur qu'on prétendait indestructible. Toutes les grandes compagnies automobiles passent maintenant aux voitures électriques. Cette révolution, c'est un seul homme qui l'a faite. C'est un genre d'Iron Man, mais en vrai. Son histoire est loin de se terminer. On n'a donc plus qu'à le regarder et à se laisser captiver par ce qui reste à venir. Beaucoup de gens pensent que les entrepreneurs qui réussissent se trouvent au bon endroit, au bon moment, avec le bon produit ou le bon service. C'est faux. Pourquoi ne pas se contenter des 25 millions de dollars qu'ils gagnent en vendant leur première entreprise? Pourquoi lancent-ils alors une deuxième ou une troisième entreprise? Les entrepreneurs en Syrie sont un peu des gens obsédés. Ils ont une forte motivation psychologique et ça a généralement un lien avec leur enfance. Elon Reeve Musk naît à Pretoria en 1971. Sa mère est canadienne et son père sud-africain. Elon a grandi en Afrique du Sud et il a eu une enfance très libre. Il a déclaré avoir été élevé essentiellement par ses livres et par quelques nounous à l'occasion. Sa mère et son père ont eu 2 autres enfants. Il a un frère et une sœur plus jeunes, Kimball et Tuska. Il ne semble pas qu'Elon ait fait l'objet de beaucoup de supervision de la part des adultes. Il dit qu'il s'occupait essentiellement en fabriquant des explosifs et en étudiant la conduction électrique, sans grande surveillance. Il avait la passion de l'ingénierie, de la physique et des sciences. Le petit Elon fréquente l'école primaire Waterkloof. Quand ses parents divorcent, il part vivre avec son père à l'âge de 9 ans. Après le divorce de ses parents, Elon se sentait peiné pour son père qui vivait seul. Il a donc décidé d'aller vivre avec lui. Plus tard, il a affirmé que ça avait été une terrible erreur. Il a avoué ne pas avoir une bonne relation avec son père. Il a dit des choses très dures au sujet de son père. C'était apparemment une situation très désagréable. Son père était ingénieur et Elon considère que sa disposition pour le génie lui vient en grande partie de lui. Même si c'était un homme troublé, d'après ce qu'en dit Elon, il possédait une formation très pointue en génie. Aussi troublante que puisse paraître la relation d'Elon avec son père, celle qu'il entretient avec sa mère semble être très solide et se renforcer de jour en jour. Sa mère est probablement la plus grande des optimistes. Elle est adorable. Elle est vraiment spéciale. On la voit même dans le New York Times. C'est génial.
Je suis mannequin depuis 50 ans. Il suffit de persévérer, d'être gentille et disponible, et de se montrer surprise quand on devient soudainement la mère de la mariée, puis la grand-mère. La mère d'Elon l'a beaucoup soutenu au fil des ans. Elle ne cesse de chanter les louanges d'Elon sur Twitter. Elle est très fière de lui. Mae Musk est une femme vraiment incroyable. Elle a environ 69 ans et Vanity Fair la déclare fille de l'heure. C'est une mannequin en demande qui fait des campagnes pour de grandes marques dans le monde entier. C'est une des femmes âgées les plus élégantes que vous ne verrez jamais. Bien qu'Elon ait, selon lui, essayé à plusieurs reprises et de maintes façons de réparer sa relation avec son père, il a fini par abandonner parce qu'il ne croit plus que celui-ci soit capable de changer. Il a parlé ouvertement du fait qu'enfant, il passait beaucoup de temps seul. Il se souvient encore d'une maison vide où résonnent seulement des pas au loin, et il ne veut plus jamais vivre ça. Chez les entrepreneurs les plus brillants, ce sont les expériences de la vie qui déterminent la réussite ultérieure, en particulier celle de la jeunesse. Quand on se penche sur l'enfance de ces individus, on relève un certain nombre d'expériences néfastes importantes, comme le rejet ou l'intimidation à l'école. C'est ce genre d'événement qui motive quelqu'un, qui lui donne quelque chose à prouver. Ces gens veulent reprendre la maîtrise de leur monde. Ils cherchent donc à occuper un emploi de haut niveau, à devenir entrepreneur ou PDG, ce qui donne du pouvoir, de la force, du contrôle, tout ce qu'ils n'ont jamais eu dans leur jeunesse. C'est une importante source de motivation pour de nombreux entrepreneurs. Elon Musk étudie à l'école secondaire Bryanston de Pretoria, où il obtient de très bonnes notes. Il a eu une enfance assez difficile. Il aurait notamment été victime d'intimidation. N'importe quel enfant qui montre une telle intelligence et un tel intérêt à l'école peut attirer l'attention des petites brutes. Il a été hospitalisé après une bagarre. C'était un nerd. Il se faisait harceler à l'école. Il a même perdu connaissance sous les coups à un moment donné. Ce n'était pas encore évident à l'époque qu'il s'agissait d'un génie du marketing. Elon a suivi des cours de lutte et de judo pour se développer un peu plus physiquement et il a grandi un peu. Il a eu une poussée de croissance. Ça lui a permis d'affronter les brutes qui le tourmentaient. Après 3 ans à l'école Bryanston, Elon passe à l'école secondaire de Pretoria pour garçons. Elon a fréquenté notre école de 1986 à 1988, l'année de son entrée à l'université. Il excellait en sciences, mais aussi en informatique. Il a obtenu son diplôme avec mention pour les sciences et pour l'informatique. Je me souviens de ses notes parce que je les ai conservées dans mon carnet. Il était très certainement le premier de sa classe en sciences. J'ai enseigné à beaucoup de garçons au fil des ans, mais j'ai toujours gardé le souvenir d'Elon. Je ne pourrais pas vous dire à quel pupitre chaque garçon s'asseyait, mais je me rappelle qu'Elon était à l'arrière de la classe, plongé dans son travail. Il n'était pas de ceux qui veulent qu'on s'occupe tout le temps d'eux. On est toujours très fiers de chaque garçon, mais d'un point de vue personnel, ayant enseigné les sciences à Elon, j'aime croire que j'ai apporté ma petite contribution pendant ces années formatrices. J'ai lu qu'il aimerait se rendre sur Mars. J'espère qu'il va le faire bientôt, mais à la façon Star Trek pour qu'il m'y invite. Elon Musk a toujours été différent des autres. Il se lance très tôt comme entrepreneur. En 1984, il vend son premier logiciel commercial. Ce succès technologique inspiré de la science-fiction laisse déjà entrevoir son avenir. Il s'intéresse aux ordinateurs depuis l'âge de 10 ans. Il s'est avéré très habile dans le développement de programmes. Il a créé le jeu vidéo Blaster. Il l'a vendu à un magazine d'informatique pour 500 $. Quand on lui a demandé ce qu'il distingue des autres, Elon a répondu qu'il y avait des choses qui étaient très évidentes pour lui durant sa jeunesse, mais dont la logique échappait aux autres enfants. Comment fonctionne la conduction, comment un interrupteur et des fils peuvent allumer une ampoule, des choses qui étaient immédiatement claires et évidentes pour lui, mais que les autres ne comprenaient pas automatiquement, surtout à l'âge de 14 ans.
Il jouait beaucoup aux échecs où il faut anticiper les déplacements de l'adversaire et ça lui a enseigné à réfléchir aux étapes à venir. Même plus jeune, Elon cherchait donc des idées d'entreprise à court terme, mais aussi de projets qui pourraient s'insérer ultérieurement dans ses plans plus ambitieux. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Musk fréquente brièvement l'université de Pretoria avant de se décider à quitter l'Afrique du Sud. L'histoire de la richesse et de l'ascension d'Elon Musk est liée en partie au rêve américain. Il n'a jamais cru qu'il réaliserait ses ambitions en Afrique du Sud. Il voulait vivre aux États-Unis et faire partie de ce milieu. Ça ne lui a pas été possible au départ. Il a d'abord dû émigrer au Canada. Elon Musk passe 2 ans à l'université Queen's en Ontario. Il a financé ses études au Canada et aux États-Unis en obtenant des bourses et en travaillant à temps partiel. Il n'avait donc pas vraiment beaucoup d'argent. Dans une rédaction universitaire devenue célèbre, il parlait déjà de son désir de conquérir certains domaines, comme l'Internet, l'exploration spatiale, l'énergie solaire, l'intelligence artificielle et les interfaces cérébrales. Avec des diplômes en gestion et en physique, Musk abandonne ses études au doctorat à l'université Stanford en 1995 pour faire son chemin à Silicon Valley. Il a quitté l'université Stanford à peine 2 jours après son arrivée. Il avait lancé une entreprise appelée Zip2 avec son frère Kimball. C'était une sorte de page jaune en ligne qu'il vendait aux journaux à l'époque. Il s'est enrichi en vendant la compagnie. Ils l'ont vendu à Compaq pour environ 307 millions de dollars. Elon n'avait que 27 ans. Ça lui a rapporté à peu près 22 millions de dollars, ce qui est une somme énorme. Comme il le fera toujours par la suite, il en a réinvesti la moitié dans son entreprise suivante, qui allait plus tard devenir PayPal. Après avoir secoué l'industrie traditionnelle de la publicité papier avec Zip2, Musk s'attaque ensuite au marché financier mondial avec sa nouvelle entreprise. Le concept de XCOM était d'offrir des services financiers complets. Ça semble presque archaïque maintenant, mais à l'époque, la création d'une suite de services financiers sur Internet était une idée plutôt révolutionnaire. La stratégie de Musk pour X.com est des plus originales. Il offre des récompenses en espèces aux nouveaux clients et crée un système de paiement entre utilisateurs. Ma première impression d'Elon, c'est qu'il était très déterminé et très passionné par ce qu'il s'apprêtait à faire. Il m'a semblé très clair dès le début qu'Elon ne joue pas selon les règles habituelles de la vie, des affaires ou de quoi que ce soit d'autre. Je n'avais donc qu'à me laisser entraîner dans sa danse. Au début, ses intentions n'étaient pas du tout faciles à interpréter, surtout parce qu'on ne savait jamais comment il allait réagir. C'était la première fois que je travaillais avec quelqu'un qui pense comme lui, qui parle comme lui, ou qui a autant confiance en ce qu'il fait qu'en lui-même. C'était très étrange pour moi qui avais grandi dans l'Iowa, ou peut-être est-ce étrange pour tout le monde. Je n'en sais rien. PayPal est élu au rang des 10 pires idées d'entreprise en 1999. Elon Musk jouera pourtant un rôle déterminant dans le développement de l'Internet en se concentrant sur la création d'un système de paiement mondial. On l'a surtout connu grâce à PayPal. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à faire parler de lui. PayPal allait transformer les opérations financières en transactions en ligne. Cela allait-il faciliter les choses, les rendre plus efficaces? Ça peut sembler évident maintenant, mais à l'époque, les gens avaient encore peur d'acheter des livres en ligne. Leur demander de regrouper toutes leurs données financières en un seul endroit n'était donc pas une proposition gagnante. Le but de l'entreprise qu'on bâtissait alors a toujours été d'apporter quelque chose de très positif à l'humanité. Elon pensait déjà depuis longtemps à l'espace et aux panneaux solaires. On était donc conscient qu'il s'agissait uniquement pour lui d'un tremplin vers de plus grands rêves. PayPal devient rapidement le système de choix pour le paiement en ligne. En quelques mois, ses utilisateurs passent de quelques milliers à plus d'1 million. Le service de paiement entre utilisateurs a décollé très rapidement. Ça attirait énormément l'attention. Le marché aux enchères en ligne est vite devenu populaire et ça s'est transformé en une chose immense. On ajoutait des dizaines de milliers de nouveaux comptes chaque jour, ce qui était sans précédent à l'époque. Elon s'impliquait beaucoup dans tous les aspects de l'entreprise. On jouait tous avec son argent après tout. Quand c'est votre argent qui est sur la table, c'est dans votre intérêt de vous impliquer dans tous les détails.
Chaque jour, il y avait un nouvel incendie à éteindre. On a vécu un véritable cauchemar avec le service à la clientèle. L'entreprise venait à peine d'être lancée et on avait déjà des milliers de courriels en attente. C'était les premiers jours de l'Internet, je le rappelle, et les gens ne comprenaient pas comment sortir leur argent de leur compte. Ils paniquaient et nous appelaient sans cesse ou nous envoyaient 12 courriels au lieu d'un. Il fallait donc répondre à 2 millions de courriels et on avait seulement 10 préposés à la clientèle pour s'en charger. On ne savait pas trop quoi faire. Ça coûtait très cher d'avoir un service à la clientèle en Californie. J'ai donc dit à tout le monde, je sais que ça va vous paraître ridicule, mais j'ai beaucoup de parenté dans le Midwest et je pourrais former tous ces gens-là pour qu'ils travaillent à la maison. Elon a d'abord ri, mais il est revenu me voir quelques heures plus tard et m'a dit, c'est bon, monte dans un avion. J'ai donc enseigné à 10 membres de ma famille à faire le service à la clientèle à partir de chez eux. Et ma sœur a embauché 12 pères et mères au foyer d'une petite ville du Nebraska pour qu'ils travaillent à la maison. Ils étaient tellement bons qu'on a fini par construire un centre de service à la clientèle à Omaha, au Nebraska, qui emploie maintenant 1800 personnes. Ça a très bien marché. On est passé de 0 à une centaine d'employés en 6 semaines à Omaha. C'est sans doute ce qui a été le plus compliqué, mais on était un peu à court d'options alors. Guidé par sa passion pour la perfection, sa détermination et son dévouement héroïque au travail, Musk réussit dans des marchés auparavant jugés impossibles à conquérir. Ses attentes envers lui-même ont toujours été plus élevées que celles qu'il peut avoir à l'égard des autres. Il se donnait donc au maximum. Elon Musk est reconnu pour son rythme de travail ininterrompu. Il a seulement 2 modes, marche et arrêt. Il travaille jour et nuit et en exige autant des autres. Elon passait ses nuits debout à travailler. Il envoyait des courriels à minuit, 1 heure ou 2 heures du matin, complètement absorbé par un des problèmes qu'on avait à résoudre. Apparemment, au début de SpaceX, le personnel avait vraiment du mal à suivre son rythme. Il est comme ça. Ceux qui n'y arrivent pas n'ont qu'à partir. Je trouvais que c'était un bon patron. Il est maintenant reconnu pour changer très fréquemment d'équipe de relations publiques, mais à l'époque, j'avais l'impression que ce serait un emploi comme les autres dans le domaine. Elon n'allait pas tolérer ça. Il attendait beaucoup de son monde, comme nous, les uns des autres. C'est ce qu'il faut pour réussir. Dans la culture des entreprises en démarrage, on s'attend à ce que tout le monde travaille tout le temps. On arrive à 9 ou 10 heures du matin et on ne part pas avant 9 ou 10 heures du soir, ou même plus tard. Elon travaillait jusqu'à minuit tous les soirs. C'était comme ça, tout simplement, et c'était excitant. C'est rare que quelqu'un se soit plaint de ce genre de choses parce qu'on avait vraiment l'impression de changer le monde. Malgré le succès de PayPal, l'entrepreneur est maintenant aux prises avec des conflits internes. À la suite d'un désaccord avec son conseil d'administration, Musk est évincé de sa propre société. Peter Thiel et Elon Musk étaient alors co-chefs de la direction de PayPal, mais ils avaient certaines divergences d'opinion au sujet de la technologie et de l'image de marque de l'entreprise. Ça a mené à un vote de défiance visant l'éviction d'Elon, qui se trouvait malheureusement en Afrique du Sud à ce moment-là. Je lui avais parlé au téléphone plus tôt le même jour et il m'avait demandé si c'était grave. Je lui ai répondu que ça ne l'était pas tant que ça. Une fois rentré chez moi et couché dans mon lit, j'ai commencé à rassembler tous les morceaux, qui j'avais vus au bureau, ce qui était en train de se passer, etc. Vers 22h30, je me suis assise de droite dans mon lit et je crois bien avoir lancé quelques gros mots au plafond. Je me suis levée, je suis retournée au bureau. Bien sûr, tout le monde était là, c'était en train de se faire. Ils avaient le conseil au bout du fil pour évincer Elon. J'ai essayé de lui parler, mais il était dans l'avion. J'ai seulement réussi à le joindre au matin, mais c'était trop tard. Je suis sûre qu'il n'était pas très heureux au début, mais il a réagi de façon admirable. Elon Musk quitte donc PayPal, mais en tant qu'actionnaire principal, il y conserve un rôle consultatif. En 2002, eBay achète l'entreprise, faisant de lui un homme incroyablement riche. C'est là qu'Elon a commencé à gagner beaucoup d'argent. Il a encaissé environ 165 millions de dollars. C'était fantastique. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a presque tout investi dans ses nouvelles entreprises. Il n'a rien mis de côté pour lui-même. Il n'a pas pensé à son gain personnel, du moins à court terme. Il a investi 100 millions de dollars dans SpaceX, 70 millions dans Tesla et environ 20 millions dans Solar City.
La plupart des gens diraient « 165 millions, ça va me durer toute la vie. Où se trouve la plage? Allons-y. » Pas Elon. Je le respecte beaucoup pour ça. En 2001, l'homme d'affaires sud-africain crée la fondation MOSC, qui offre des systèmes d'énergie solaire aux régions du monde frappées par des catastrophes naturelles. Il s'engage également à consacrer au moins la moitié de sa fortune à la philanthropie. Bien des gens pensent que les entrepreneurs sont motivés par l'argent. C'est pour ça qu'ils lancent des entreprises en série. Ils en veulent toujours plus. Vraiment? Après 50 millions, qui a besoin d'en gagner plus? Ce n'est pas un facteur déterminant. Ils ne sont pas du tout motivés par l'argent. Il en est conscient sans aucun doute. Quand on a 20 milliards dans ses coffres, je suis sûr qu'on finit par le remarquer. Mais je ne crois pas que ce soit sa principale motivation. Il a une vision beaucoup plus vaste qui dépasse cette chose appelée argent. Mais l'argent l'aide à réaliser son rêve. C'est donc nécessaire. Ce n'est manifestement plus une question d'argent à l'heure actuelle. Il a compris que sur cette terre, il est plus intéressant de consacrer son temps à des choses qu'on trouve significatives et qui nous tiennent à cœur, et c'est ce qu'il fait. C'est comme une drogue. Quand on réussit un projet, on veut en lancer un autre avec une nouvelle vision et continuer d'apprendre. C'est une façon d'être. Il s'ennuierait à la plage. Il lui faut un grand objectif qui va changer le monde pour se lever le matin. C'est dans sa nature. Je ne m'attends pas à ce que ça change. Je crois qu'il y aura une différence palpable si nous passons bientôt au transport durable au lieu de remettre ça à plus tard. On ne fait pas ça pour devenir riche. Je croyais au début qu'on avait peut-être 10% de chances de succès. J'étais convaincu que j'allais perdre beaucoup d'argent. Ça a presque été le cas d'ailleurs. Ce n'était donc pas une évidence. J'ai failli tout perdre. Après avoir conquis le cyberespace, MOSC se tourne vers l'espace interplanétaire. En 2002, il lance l'une des entreprises les plus révolutionnaires de notre époque et bouleverse l'industrie spatiale. La percée décisive et cruciale qui va nous permettre d'exporter la vie sur d'autres planètes, c'est une fusée orbitale entièrement et rapidement réutilisable. C'est une chose très difficile parce que nous vivons sur une planète où c'est à peine faisable. Au cours des 12 derniers mois, je suis quand même arrivé à la conclusion qu'il est possible de résoudre ce problème et SpaceX va tenter de le faire. On va peut-être échouer. Le succès n'est pas garanti, mais au moins on va essayer. Au début, personne ne croyait qu'il parviendrait à ses fins. C'était un Sud-Africain apparu comme ça dans les années 2000. Il disait vouloir construire une fusée capable de mettre des objets en orbite et se poser au sol pour 10 fois moins cher que les autres. La plupart du monde se moquait de lui. Les gens l'ont ignoré au départ, mais il a joint le geste à la parole en investissant lui-même. Une fois, il s'est rendu en Russie pour essayer d'y acheter des moteurs de fusée. Mais les ingénieurs russes ont ri de lui. Il est donc rentré aux États-Unis et il a construit sa propre fusée. On avait tous l'idée que l'espace, c'est le domaine de la NASA. Quand Elon Musk et SpaceX ont commencé à expérimenter avec leurs fusées, on a compris que c'était des acteurs sérieux en exploration spatiale. Les 3 premiers lancements de SpaceX échouent, ce qui attise le scepticisme de plusieurs investisseurs. Un an seulement après la création de SpaceX, Musk investit dans Tesla Motors, un constructeur de véhicules électriques dont l'objectif est de produire une voiture puissante, mais non polluante. En quelques années à peine, Tesla s'empare de la tête dans ce marché spécialisé. Notre but, c'était vraiment de créer la meilleure voiture au monde afin de prouver que la meilleure voiture peut être électrique. Bien des gens croient que les véhicules électriques ont des problèmes et que ceux qui en achètent sont tous des fétichistes de l'électrique. Il est incroyablement important pour nous de briser cette perception et de montrer que les voitures électriques peuvent effectivement être meilleures que n'importe quel véhicule à essence. La révolution électrique qui approche dans le milieu de l'automobile, c'est Tesla qui l'a lancée.
Il y a déjà eu plusieurs tentatives d'introduire des véhicules électriques. Elles ont échoué parce que les géants de l'automobile ne voulaient pas qu'elles réussissent. Elon ne connaissait rien aux voitures électriques quand il a commencé, mais il a constaté qu'il y avait un problème à résoudre et il s'y est attaqué comme un bulldozer. Je suis très excité par le fait que nous avons une voiture sport zéro émission capable d'affronter une Ferrari et une Porsche et de les battre. C'est ça qui change la donne. Un technologue qui débarque dans l'espace voiture. Pour Elon, ce n'est pas une voiture. C'est un logiciel avec un peu de matériel autour. Tout le monde s'extasie sur l'expérience de conduite que procure la Tesla. Les Tesla sont rapides et silencieuses. Et en plus, la technologie se met elle-même à jour. J'ai eu une Tesla pendant un certain temps. J'y montais le matin et la mise à jour du logiciel s'était faite comme pour un téléphone. La voiture avait de nouvelles fonctions. On peut faire sortir une Tesla d'une place de stationnement avec un téléphone intelligent. C'est tout simplement incroyable pour quelqu'un qui aime les voitures et la technologie. La France et le Royaume-Uni, entre autres, prévoient interdire la vente de voitures à essence dans les 10 ou 20 prochaines années. C'est surtout grâce à Tesla. Face à la baisse massive du prix du pétrole, il devient plus urgent encore que les constructeurs automobiles consacrent de grands efforts à leur programme de véhicules électriques. Ce qui est étonnant, c'est que l'industrie automobile le suive dans cette voie. La batterie au lithium-ion de Tesla laisse la concurrence loin derrière. Tous les constructeurs automobiles au monde s'intéressent aux véhicules électriques. Ils ont probablement tous déjà démonté une Tesla pour voir ce qui se passe en dessous. Tesla a ouvert tous ses brevets. On essaie de faciliter autant que possible l'avènement des véhicules électriques. On est heureux que d'autres constructeurs automobiles utilisent notre réseau de bornes Supercharger. On fait vraiment tout ce qu'on peut pour accélérer le passage au transport automobile durable. On sait maintenant que GM et Land Rover ont l'intention de produire uniquement des voitures électriques dans un proche avenir. Il y a tellement de choses que Tesla a faites en premier et qui poussent tous les autres constructeurs automobiles de la planète à se dire « on devrait faire pareil, non ?» Le problème fondamental, c'est que les règles actuelles incitent les gens à produire du carbone et c'est de la folie. Quand on incite les gens à faire quelque chose, ils le font. On doit donc envoyer un message clair aux équipes de négociation et aux politiciens. Cette fois, il faut un changement significatif. L'un des éléments essentiels de l'histoire triomphale d'Elon Musk est le fait qu'il frôle le désastre en 2008. De son propre aveu, c'est la pire année de sa vie. La crise économique frappe durement ces entreprises. 3 lancements ratés laissent l'avenir de SpaceX en suspens et Tesla est au bord de la faillite. Dans le milieu des affaires, plusieurs croient l'ascension d'Elon terminée. Il y a eu 1 million d'occasions où ces projets auraient pu avorter, où il aurait pu décider d'aller vivre sur une île, mais il ne l'a pas fait. Ce sont des preneurs de risques. Ils adorent vivre sur le fil du rasoir. Bien sûr, les entrepreneurs n'espèrent pas nécessairement réussir à tout coup. Ça contribue d'ailleurs à leur réussite. Tous les entrepreneurs échouent puisqu'ils prennent des risques. Mais quand ils le font, ils se ressaisissent et recommencent. Ils ont une phénoménale capacité de rebond, contrairement à d'autres qui se laissent absorber par un échec, qui se sentent bloqués ou qui ne peuvent rien faire d'autre pendant un certain temps. Les preneurs de risques affrontent leurs échecs. Ils rebondissent et se lancent dans une autre entreprise sans cligner des yeux, comme il se doit. Bien que ces entreprises soient sur le point de s'effondrer, Musk évite la ruine in extremis. Tesla est sauvé par l'intervention des investisseurs et SpaceX obtient de la NASA un contrat de 1,6 milliard de dollars américains. L'équipe de SpaceX est incroyable. Elle repousse vraiment les limites en matière d'exploration spatiale. Je crois que les humains sont naturellement poussés à explorer. C'est le début, selon moi, d'un exode de l'être humain au-delà de l'orbite terrestre basse. J'ai vraiment l'intention d'être là pour voir ça. En 2010, SpaceX a lancé son vaisseau Dragon vers la Station spatiale internationale. C'était le premier engin spatial privé à s'y arrimer, ce qui était incroyable à l'époque. This is Mission Control Houston, official hatch opening time for the SpaceX Dragon spacecraft. Toute l'adrénaline de mon corps s'est libérée à cet instant-là. Ça a été un moment extrêmement intense parce que tout aurait pu mal tourner. Heureusement, ça s'est bien passé. Je me suis senti et je me sens encore très chanceux.
Don Pettit giving the thumbs up there, as well as the rest of the crew. Elon Musk a de plus en plus la réputation de toujours faire ce qu'il dit. Il a déjà créé des fusées réutilisables. C'est le fournisseur de la station spatiale. La prochaine étape sera de mettre au point des versions de son vaisseau Dragon capables de transporter des humains. Il tient donc ses promesses. Au cours des années qui suivent, Tesla devient le chef de file du marché des voitures électriques, au point qu'on considère l'entreprise d'Elon Musk comme la grande réussite du siècle dans l'industrie automobile américaine. Tesla ne fait pas de publicité. Ce n'est pas nécessaire selon moi. La marque suscite tellement d'intérêt. Tout semble indiquer qu'on sera en mesure de respecter le calendrier de production du Model 3 pour l'année prochaine et je suis vraiment emballé par la tournure des événements. Plusieurs s'interrogent sur la valeur de Tesla. C'est une entreprise qui ne fait pas d'argent, mais dont la valeur est énorme. La réputation de Tesla a autant à voir avec le produit qu'avec celui qui dirige l'entreprise. Si les voitures n'étaient pas bonnes, les gens ne les achèteraient pas. Mais elles sont bonnes et à la fine pointe de la technologie. C'est pour ça qu'elles ont leurs fidèles. Le grand public apprécie son approche franche et ouverte de la gestion de ces entreprises. Si les gens veulent des véhicules électriques, ça va. Mais vous devinez ce qui vient ensuite. Les voitures sans conducteur. Quand on voit certaines des choses qui se sont produites avec ces véhicules et qu'on sait que les ordinateurs peuvent se tromper, je ne suis pas sûr de vouloir circuler dans une voiture sans conducteur. Les gens sont complètement déroutés quand on parle des véhicules autonomes. Ils ont peut-être cette image mentale d'une voiture robot en folie. Ce n'est vraiment pas comme ça. Le logiciel passe par des niveaux extrêmes de validation avant qu'un seul client n'y ait accès. Il se dit toutes sortes d'absurdités, entre autres qu'on utilise des cobayes humains. En fait, jusqu'ici, c'est essentiellement de l'aide avancée à la conduite. On utilise le terme pilote automatique parce que c'est ce qui s'emploie pour les avions. Mais la présomption en avion, c'est que le pilote doit être attentif, rester alerte et prêt à prendre la relève à tout moment, pas qu'il peut aller dormir ou se promener hors du cockpit. Elon Musk s'attaque à certains des plus grands défis de la planète. Avec Tesla, il entend réduire notre consommation de combustibles fossiles tout en révolutionnant l'industrie de l'énergie. Pour atteindre son objectif, il souhaite non seulement changer notre façon de consommer de l'énergie, mais aussi de la produire. Elon est président de SolarCity, l'un des plus importants producteurs de systèmes d'énergie solaire aux États-Unis. Les habitants d'un village isolé ou d'une île quelque part peuvent prendre des panneaux solaires, les combiner avec le Powerwall de Tesla et cesser de se préoccuper des lignes électriques, qui ne sont pas ce qu'il y a de plus joli d'ailleurs. Cette solution fonctionne n'importe où. Le fait que le dispositif se fixe au mur est crucial. Ça signifie qu'on n'a pas besoin d'une salle de batterie. Ça signifie qu'une famille normale peut l'installer sur son garage ou sur le mur extérieur de sa maison sans que ça prenne de place. On peut aussi complètement se débrancher du réseau électrique. Avec ces panneaux solaires, on charge les batteries et c'est tout, plus besoin de rien. Et ça coûte seulement 3 500 $. Avec SolarCity, qui fait maintenant partie de Tesla, Elon essaie de rendre les panneaux solaires plus attrayants pour le marché de masse. Avant, les panneaux solaires étaient de grands carrés noirs encombrants. Désormais, ils vont être encastrés dans le toit. En Australie méridionale, la batterie lithium-ion de Tesla a permis une diminution des coûts en électricité de secours. Un système de batterie alimenté par des éoliennes réduit de 90% les frais relatifs aux pannes d'électricité. Ils prennent le surplus d'électricité produit et l'emmagasinent pour le retourner sur le réseau. De cette manière, ils gagnent jusqu'à 1 million de dollars par jour. C'est impressionnant. C'est né d'un pari qu'il a fait sur Twitter. Un homme d'affaires australien discutait avec lui de la faisabilité d'alimenter une ville uniquement à l'énergie solaire. Il a lancé un pari à Musk pour qu'il le fasse dans un délai précis. Musk a accepté le défi. Il a fait installer les batteries et les a mises en fonction avant l'échéance. Tout ça pour un pari de milliardaire.
Nous avons conclu un accord avec le constructeur automobile Tesla, sous réserve d'examen et d'approbation par les législateurs, qui permettra à Tesla de construire l'usine de batterie la plus grande et la plus sophistiquée au monde, ici même, au Nevada. Pourquoi l'appelle-t-on la giga-usine? Parce qu'il va non seulement s'agir de la plus grande usine de batterie lithium-ion au monde, mais elle va être aussi plus grande que toutes les usines lithium-ion du monde réunies. C'est donc difficile à décrire avec des mots, mais c'est toute une usine. Depuis le lancement du vaisseau Dragon de SpaceX, Elon Musk n'a pas cessé d'innover. Le lancement de sa première fusée Falcon Heavy en février 2018 donne le coup d'envoi d'une nouvelle course à l'espace. L'équipe de Musk vient de démontrer le bon fonctionnement du Falcon Heavy, ce qui nous place maintenant à un tout autre niveau pour envoyer des objets dans l'espace et sur Mars. Décollant de la même rampe de lancement qu'Apollo 11, qui a transporté les premiers hommes sur la Lune, cette fusée représente une nouvelle ère dans l'évolution des vols spatiaux. Le lancement du Falcon Heavy a été important pour de nombreuses raisons scientifiques. C'est la fusée la plus puissante à être lancée depuis Saturne V, qui a emmené l'être humain sur la Lune. Nous entrons dans une nouvelle ère d'exploration spatiale, ce qui est extrêmement excitant. Une sorte de continuation du rêve des missions Apollo. J'étais au centre spatial pour le lancement. Je n'y avais pas vu autant d'activités depuis le dernier voyage de la navette en 2011. L'exploration spatiale recommence vraiment à capter l'imagination des gens. C'est une grande réussite pour une entreprise privée que d'avoir construit et lancé une des plus grandes fusées porteuses de l'histoire. C'est la troisième plus grosse fusée jamais lancée. Il y a eu la fusée Saturne V d'Apollo et bien sûr, celle de la navette. Le Falcon Heavy est de cet ordre de grandeur. C'est vraiment une très grosse fusée. Le Falcon Heavy peut transporter 64 tonnes. C'est beaucoup. C'est autant qu'un camion. C'est l'équivalent d'un avion de ligne 737 rempli de passagers, de bagages et de carburant qu'on lancerait dans l'espace au-delà de l'orbite terrestre basse, au-delà de la Lune et même au-delà de Mars. Ce lancement va également avoir des implications politiques, à mon avis. C'est le gouvernement américain qui finance les fusées de la NASA. Elon et SpaceX viennent de démontrer qu'ils peuvent lancer le Falcon Heavy avec succès pour un coût d'environ 100 millions de dollars, soit 10 fois moins que ce que coûtent les lancements de la NASA, c'est-à-dire près d'1 milliard chacun. C'est une économie considérable. Pour élargir réellement l'accès à l'espace, on doit atteindre la réutilisabilité complète et rapide de l'équipement. De toutes les innovations de Musk, le développement de fusées réutilisables pourrait s'avérer la plus radicale. On croyait que cette mission-ci allait probablement réussir, mais il y avait quand même une chance sur 3 d'échec. Le Saint Graal de l'exploration spatiale, c'est un système de lancement totalement réutilisable. De voir les fusées Falcon lancer un vaisseau spatial en orbite, puis redescendre et effectuer un atterrissage d'une précision extrême sur une plateforme flottante en mer, c'est assez impressionnant. Quand on s'envole dans un avion, on n'aurait jamais l'idée de jeter l'avion une fois rendu à destination. Pourquoi le fait-on avec les fusées spatiales? SpaceX essaie de corriger ça en montrant la voie en ce moment, et c'est un succès. Elon amène les gens à se demander pourquoi la NASA construit encore des fusées. Si SpaceX en est capable, pourquoi faudrait-il construire des fusées comparables au lieu d'acheter les siennes? À l'intérieur de la fusée Falcon Heavy, il y a une plaque qui porte les noms des 6000 employés de SpaceX qui ont travaillé sur le projet. Ça montre qu'Elon Musk apprécie vraiment les gens qui travaillent pour lui. Ce que désire Elon Musk, c'est de mettre tous ses efforts dans le développement de fusées beaucoup plus grosses, capables de placer des charges utiles dans l'orbite terrestre, mais aussi de lancer des vaisseaux avec des êtres humains à bord, jusque dans l'espace lointain, c'est-à-dire vers Mars.
Je veux permettre à beaucoup de personnes et de marchandises de se rendre sur Mars. Ça n'a rien à voir avec mon désir de me rendre moi-même sur cette planète, même si ce serait bien. Je trouve ça important que notre espèce, notre civilisation, soit en voie de devenir une véritable civilisation spatiale et une espèce multiplanétaire. Musk souhaite lancer une mission vers Mars d'ici 2020. Le but ultime d'Elon Musk est de faire en sorte que les humains vivent et travaillent en permanence sur Mars. Une colonie martienne, quoi. Mars est un endroit très spécial. Il y a un ciel, une variété de paysages, de grandes quantités d'eau gelée et des saisons. C'est donc très similaire à la Terre. L'atmosphère y est beaucoup plus mince que sur Terre, mais elle contient du carbone ainsi que de l'oxygène. On pourrait donc utiliser ce qu'il y a dans l'atmosphère de Mars comme ressource. L'environnement y est quasi terrestre. C'est comme une seconde demeure pour nous, mais l'est-ce vraiment? Est-il possible de notre vivant d'envoyer une fusée sur Mars avec un équipage? Je crois bien que oui. Voulons-nous le faire? Voulons-nous payer pour ça? C'est une autre question. Il y a beaucoup de questions et d'obstacles, mais tant qu'Elon ne viole pas les lois fondamentales de la physique, c'est possible. Mars est accessible, et je suis sûr que nous saurons inventer ce qu'il faut pour y vivre. Mais il y a beaucoup de questions et de difficultés à résoudre avant que ce soit faisable. Si Musk dit qu'il va le faire, il va probablement réussir. S'il continue sur cette lancée, je ne vois pas ce qui l'empêcherait d'envoyer des vaisseaux sur Mars. Musk est le seul parmi ses pairs qui s'implique directement dans la conception, l'ingénierie et les décisions techniques critiques. Croyez-moi, Elon est aussi doué pour le génie que pour les finances. Dès les premiers temps de Tesla et de SpaceX, il aurait facilement pu dire qu'il investirait une partie de son argent là-dedans et qu'il engagerait du personnel technique ingénieux pour s'en occuper, qu'il n'en serait que le directeur ou le PDG. Il s'implique tellement dans le côté technique, c'en est incroyable. Mais au fond, c'est parce qu'il est d'abord et avant tout un ingénieur. Il aborde le génie et les affaires à peu près de la même façon. C'est un casse-tête qu'il faut démonter pour ensuite en rassembler les pièces d'une manière ou d'une autre. Dans son cœur, cet homme est un ingénieur. C'est son premier amour. Il se promène dans les installations de SpaceX et interroge les employés sur les vecteurs de poussée ou sur la conception aérodynamique. Ce n'est pas typique du comportement des PDG. Certains entrepreneurs sont plus compétents que d'autres socialement, mais ce n'est pas un prérequis pour eux, car ils se concentrent trop sur leurs projets pour ça. Les êtres humains socialement compétents sont sensibles à ceux qui les entourent, mais ça peut les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Or, les entrepreneurs doivent être intransigeants dans la poursuite de leurs objectifs. Pas nécessairement intransigeants dans la façon dont ils traitent les autres, mais bien pour s'assurer qu'ils suivent leur propre échéancier. Musk continue d'investir dans l'avenir. En 2013, il esquisse les grandes lignes d'un plan pour un système de transport qui pourrait transformer la façon dont l'humanité voyage d'une ville à l'autre. Elon Musk a eu l'idée du transport sous vide. Il a publié un article là-dessus en déclarant qu'il ne développerait pas lui-même cette technologie, mais qu'il ouvrait la porte aux entreprises tierces qui voudraient bien s'en charger. Le projet Hyperloop est d'un grand intérêt dans le monde du transport actuellement. Pouvoir se rendre de San Francisco à Los Angeles dans le temps qu'il faut pour rouler du centre de San Francisco à sa banlieue, ce serait fantastique. C'est un tube sous vide d'un bout à l'autre dans lequel on envoie une capsule contenant des passagers. Il n'y a pas de friction ni de résistance parce que les capsules lévitent sur des aimants. Techniquement, c'est du solide. Ça va plus vite dans le vide parce qu'il n'y a pas de friction. Ils espèrent atteindre les 800 à 1100 km/h. L'idée d'Elon, ce sont des tubes qui relieraient les grandes villes. On pourrait voyager de Los Angeles à New York en une demi-heure à peine. On va s'en servir pour les marchandises dès 2019. On croit pouvoir transporter des passagers en toute sécurité par Hyperloop d'ici 2021. Elon Musk compte parmi ceux qui élèvent le plus la voix contre l'intelligence artificielle et son potentiel apocalyptique.
Il estime que la superintelligence numérique est la menace la plus sérieuse pour la survie de l'espèce humaine. Il lance donc en 2016 l'entreprise Neuralink, dédiée au développement d'une intelligence artificielle sûre et bénéfique. Le danger de l'intelligence artificielle, c'est la disparition de l'esprit humain tel qu'on le connaît. Ces machines vont être fondamentalement plus intelligentes que nous et vont apprendre par elles-mêmes. Comment garder une longueur d'avance? Cette question intéresse beaucoup Elon. Sa principale préoccupation, c'est que des machines trop intelligentes n'aient plus besoin des humains. On deviendrait obsolète. Le pire cauchemar sorti d'un film d'horreur hollywoodien n'est rien comparé à ce qui s'en vient. Il viendra un moment où ces cerveaux artificiels auront la capacité de penser, de tirer des conclusions, de porter des jugements, etc., tout comme l'esprit humain. Avec toutes ces facultés, n'y a-t-il pas ne serait-ce qu'une toute petite chance que l'intelligence artificielle prenne le contrôle de la planète? Si ces machines deviennent conscientes, comment les contrôler? Qui va contrôler leurs contrôleurs? C'est une perspective effrayante. Quelle est la probabilité que l'intelligence artificielle prenne le contrôle absolu? Vous le savez? C'est 100%. C'est la fin de l'humanité. Quand nos logiciels vont s'élever contre nous et devenir tout-puissants, vers qui va-t-on se tourner? On va espérer que les géants de l'industrie soient capables de leur faire contrepoids. Elon est en excellente position pour se faire le contrepoint de cette domination logicielle. C'est intéressant qu'il explore l'intelligence artificielle de façon ouverte avec Neuralink. Quand j'entends Elon Musk dire que la révolution de l'intelligence artificielle, c'est l'humanité qui invoque le démon, je suis tout à fait d'accord. Mais il a fondé une société appelée Neuralink, dont le but est de relier l'intelligence artificielle au cerveau humain. Cette contradiction est si criante que je suis incapable de m'expliquer ces processus mentaux. Neuralink est une réponse directe aux préoccupations d'Elon face à l'intelligence artificielle. Il croit que l'IA pourrait surpasser les capacités mentales des humains. C'est donc logique qu'il essaie de développer une technologie pour combiner les ordinateurs à notre nature biologique. Je pense que Musk veut utiliser l'intelligence artificielle comme un outil pour augmenter nos capacités et non pour nous remplacer. Son idée, c'est que si on n'arrive pas à garder le dessus, il va nous falloir devenir des surhommes pour y parvenir. Les interfaces cerveau-ordinateur peuvent aider les gens de deux façons différentes. La première est en restaurant les capacités des personnes handicapées. L'autre est de nous permettre de dépasser nos limites. On pourrait ainsi, par exemple, contrôler un ordinateur par la pensée, sans faire un seul geste. C'est la fonction principale d'une telle interface. Et il y a beaucoup de situations différentes dans lesquelles cette technologie peut servir. Dans le domaine militaire, pour les processus décisionnels cruciaux et les scénarios de guerre, ou encore dans le secteur de la santé. Quand on parle d'humains hybrides, de machines humaines ou de cyborgs, on parle donc tous de la même chose, c'est-à-dire d'utiliser la technologie pour accroître nos capacités. Et c'est tout. Le scepticisme de Musk à l'égard des risques potentiels de l'intelligence artificielle mène à un affrontement public avec Mark Zuckerberg. Je suis optimiste quant à l'avenir de l'intelligence artificielle. Je pense que ça va apporter un grand nombre de choses positives, que ce soit pour diagnostiquer et guérir des maladies, ou pour assurer la sécurité sur les routes ou dans la collectivité. Va-t-il y avoir des problèmes en chemin? Bien sûr que oui. Aucune technologie n'émerge entièrement formée. Il faut quand même que les pionniers du domaine soient en mesure d'y travailler pour amener la technologie à l'état désiré. Je trouve ça très sain que des géants de la technologie se disputent publiquement pour que tout le monde puisse se faire une opinion à ce sujet. C'est devenu un sport-spectacle. Mark Zuckerberg voit Elon comme un pessimiste qui essaie d'arrêter le développement de l'IA. Je comprends les deux points de vue. Je penche un peu plus du côté de Zuckerberg, car je pense qu'on est capable de maîtriser suffisamment bien l'IA pour protéger l'humanité. Je ne parierai pas contre Elon. S'il est convaincu que l'intelligence artificielle va prendre le dessus et décider que les humains irrationnels que nous sommes sont inutiles, j'aurais tendance à le croire. Il ne s'est pas trompé souvent.
Le débat actuel oppose ceux qui croient que c'est bon et qu'on doit le faire à ceux qui croient que c'est mal mais qu'on doit quand même le faire d'une autre manière. Il faut mettre fin à ça immédiatement, avant d'arriver au point où l'humanité cesse d'exister. Il y a une différence entre ce qui est faisable et ce qui est acceptable. Ce n'est pas quelque chose dont Elon Musk et Mark Zuckerberg vont décider. Ça nous concerne tous, vous, moi et les autres. Et j'espère que ça va se traduire en législation. Frustré de toujours rester coincé dans des embouteillages, Musk a mis sur pied The Boring Company, une société d'excavation de tunnels. En 2018, c'est elle qui a été choisie pour construire un réseau de transport souterrain à grande vitesse à Chicago. J'aimerais remercier le maire et son personnel ainsi que la ville de Chicago d'avoir eu foi en The Boring Company pour creuser ces tunnels. Faites-nous confiance. On devrait être capable de toucher le fond. On pourrait presque dire qu'Elon a une touche magique. Quand il a fondé The Boring Company, qui n'a rien d'ennuyeux malgré le double sens du mot « boring » en anglais, il a décidé de vendre des casquettes en ligne avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ça a généré des revenus d'1 million de dollars. Tout ce qu'il touche se transforme en or. C'est une chose ardue qu'on s'apprête à faire ici. C'est difficile, c'est novateur et j'espère que vous allez nous encourager. Si on réussit, ça va être très positif pour la ville. Si on échoue, eh bien, je suppose que moi et les autres investisseurs, on va perdre beaucoup d'argent. Sa plus grande réalisation, c'est d'avoir inspiré l'humanité à voir plus grand, à rêver plus grand. Dans un monde où il y a tant de problèmes, ce n'est pas agréable d'avoir un peu de positif à l'occasion. On est tous là à attendre de voir ce qu'il va sortir ensuite.